Alors aujourd'hui, mesdames et mesdames, on va parler des stands beaucoup trop sous-cotés. Des stands qui ont un super potentiel, mais qui sont peut-être un peu mal utilisés. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Si tu as d'autres idées, peut-être que je m'en servirai pour une partie 2, une potentielle partie 2. Donc n'hésite pas à dire pour toi quels sont les stands un peu sous-estimés qui ne sont pas dans la vidéo par exemple. Et on va faire un petit horizon de tout ça. Et pour commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse sur un stand en particulier. Bon, déjà on va parler de Achtung Baby. C'est quand même littéralement le stand que personne ou peu de monde prennent au sérieux. Parce que c'est un bébé invisible. Et pourtant sous ses couches et son manque total de conscience morale, se cache quand même un pouvoir qui ferait rêver n'importe quel espion ou assassin de l'univers de Jojo. Ce stand est sous-coté pour une raison, non pas parce qu'il manque de potentiel, mais parce qu'il est associé à une gamine incapable de dire encore papa, alors que son pouvoir pourrait faire flipper Kira lui-même. L'invisibilité d'Achtung Baby n'est pas juste un camouflage de ninja raté, ou un petit truc à la con. Non, c'est une capacité passive, contagieuse, incontrôlable, capable de rendre tout un environnement invisible en fonction de l'émotion de sa porteuse. En gros, si elle panique, pouf, la moitié de la pièce disparaît. Même le sol. C'est donc le pouvoir littéralement parfait pour disparaître d'un crime, voler ou s'échapper d'un piège, peu importe. Sauf que soyons honnêtes, elle n'est encore qu'un bébé. Si Shizuka avait grandi avec ce stand, entraînée par quelqu'un comme Giorno ou Jotaro, ou même qu'elle avait grandi toute seule en fait, simplement qu'elle avait appris à s'en servir, elle pourrait, ou elle aurait pu devenir une menace fantôme absolue, intouchable et indétectable. Mais au lieu de ça, elle chie dans la main de Joseph, quoi. Bon, ce n'est pas le stand qui est faible, on a compris. C'est juste qu'il est coincé avec un utilisateur qui mange ses propres pieds. Et son caca peut-être parfois on sait pas. Voilà pourquoi Achtung Baby mérite bien plus de respect selon moi. Ça donc, c'était ma petite parenthèse. Mais on va rentrer un peu plus en profondeur et dans le vif du sujet avec des stands qui pour moi sont vraiment un peu mal considérés alors qu'en vrai ils sont quand même assez puissants. Du moins si on les utilise bien. Commençons donc par Diamond is Unbreakable, le plus injustement traité. Ken Oyanagi et son stand Boy to Men. Le contexte de son apparition est un piège narratif parfait pour le sous-estimer. On a affaire à un gamin capricieux, obsédé par le Janken, le pierre-papier-ciseaux donc, qui débarque dans un arc souvent perçu comme un filler, comme la plupart des arcs en fait, dans cette partie avant la rencontre avec Kira, enfin avant le combat final. Son combat contre Juan Kishibe, un personnage adoré du public, se résout par une astuce impliquant un bébé invisible qu'on a vu juste avant. Tout est fait donc pour qu'on se dise « ok, sympa, mais suivant ». C'est une erreur de jugement. Le caractère enfantin du défi et l'immaturité de Ken masquent la nature absolument terrifiante du pouvoir de Boy to Man. C'est comme donner un détonateur nucléaire à un enfant qui croit que c'est un jouet. Le danger n'est pas dans l'enfant, mais dans le potentiel cataclysmique du bouton rouge qu'il tient entre ses mains. Analysons donc la mécanique un peu plus, car c'est là que réside le génie. Boy to Men s'active lors d'un défi de John Ken en 3 manches gagnantes sur 5. À chaque fois que Ken gagne une manche, il vole un tiers de l'énergie et du pouvoir du stand de son adversaire. Ce n'est pas une copie, c'est une absorption, un siphonnage d'âme. Le point crucial, souvent oublié, est que le stand ne se contente pas d'affaiblir l'ennemi, il se renforce lui-même. Les descriptions dans les adaptations vidéoludiques confirment que Boy to Man peut utiliser des attaques copiées et voler le coup signature d'un adversaire. Chaque victoire crée un effet boule de neige. L'adversaire devient alors plus faible, tandis que Boy to Man devient plus polyvalent et plus puissant. Imaginez donc un instant, Ken gagne une seule manche contre Josuke, non seulement Crazy Diamond perd un tiers de sa puissance, mais Ken pourrait aussi potentiellement acquérir une version de sa capacité de restauration. Il ne s'agit plus alors de se battre, il s'agit d'un vol de propriété intellectuelle spirituelle. Le drame de ce stand finalement c'est Ken Oyanagi lui-même. Mais si on sort le stand de ce contexte, et qu'on lui donne un véritable monstre de la manipulation, un maître du jeu psychologique comme, je sais pas, Daniel J. Darby par exemple, le défi ne serait plus une question de chance ou de lecture de jeu basique. Darby ne joue pas pour gagner au Shifumi par exemple, il joue pour que son adversaire perde mentalement avant même de lancer son coup. Il transformerait ce simple jeu en une séance de torture psychologique où la défaite est inéluctable. Juan, qui est pourtant l'un des personnages les plus intelligents et résolus de la série, est quand même poussé dans ses derniers retranchements, et ne s'en sort que par une tricherie d'une créativité folle. Que se passerait-il si l'adversaire n'avait pas un bébé invisible sous la main? Bon déjà ce serait plus compliqué. Mais poussons l'hypothèse encore plus loin. Darby, armé de Boy to Men, défie Jotaro Kujo.
Il vole un tiers de sa force, de sa vitesse, ou, perspective glaçante, vole-t-il une fraction de seconde de son time stop. Un utilisateur compétent pourrait donc devenir un collectionneur de pouvoir, un Megaman de stand en fait, assemblant un arsenal à partir des capacités les plus redoutables de l'univers. En réalité, Boy II Man représente une menace existentielle pour l'univers de JoJo. Cet univers est défini par la bizarrerie et l'unicité de chaque stand, reflet de l'âme de son manieur. Un pouvoir capable de voler, d'assimiler et donc d'homogénéiser ses capacités menace le fondement même de ce monde. Sa véritable puissance n'est pas de gagner un combat, mais de potentiellement effacer la diversité qui rend JoJo's Bizarre Adventure si spécial. C'est une menace narrative, métatextuelle, et c'est pour ça qu'il est l'un des stands les plus terrifiants jamais imaginés au final. Passons maintenant à Golden Wind, et à un stand si subtil qu'il en devient invisible aux yeux des amateurs de puissance brute. Je parle bien sûr de Talking Head. La plupart des gens le résument à ce truc qui te fait dire le contraire de ce que tu penses. C'est une simplification dangereuse qui rate complètement le coche. Talking Head ne force pas sa victime à dire l'opposé de la vérité. Il la force à mentir. Et attention, la distinction est capitale. Si Narancia, la victime, veut dire l'ennemi est à droite, le stand le forcera à dire l'ennemi est à gauche. Mais si Narancia, comprenant le pouvoir, essaye de dire l'ennemi est à gauche, dans l'espoir que ses amis comprennent l'inverse, ça ne marchera pas. Son intention est de dire la vérité, que l'ennemi est à droite. Donc le stand corrompra cette intention pour produire un mensonge. C'est un piège logique parfait. Le stand n'attaque pas les mots, il attaque l'intention de vérité à sa source. Et ça ne s'arrête pas là. Le pouvoir s'étend au-delà de la parole. Il affecte l'écriture, les gestes, les hochements de tête. Quand Narancia essaye de désigner la bonne direction, son bras pointe à l'opposé. C'est une prison de communication totale, une forme de piratage neurologique qui isole la victime et la transforme en agent de désinformation involontaire. Talking Head ne contrôle pas la langue, il contrôle le centre de communication du cerveau. En fait, le véritable génie derrière ce stand se révèle dans sa synergie avec Clash, le stand requin téléporteur de Squalo. Clash est un assassin fulgurant qui se déplace dans n'importe quel liquide, mais il a besoin de confusion pour frapper efficacement. Talking Head est le fournisseur officiel de cette confusion. Il transforme Narancia, un membre de l'équipe, en appât et en Judas malgré lui. Chaque avertissement qu'il crie devient une fausse piste, chaque geste de secours devient un piège. Le duo Tiziano et Squalo est l'un des tandems les plus efficaces de toute la série. Leur confiance mutuelle et la complémentarité parfaite de leur stand sont un cas d'école de combat en équipe. Tiziano fait preuve d'une maîtrise tactique glaçante, désactivant et réactivant son stand à volonté pour semer encore plus de doutes, laissant Narancia dire la vérité juste assez longtemps pour que ses amis baissent leur garde avant de le forcer à mentir à nouveau au moment crucial. Maintenant sortant Talking Head de son combat dans les rues de Venise et projetons-le sur la scène mondiale. Dans notre ère de l'information, ce stand n'est pas une petite nuisance, c'est une arme de catégorie stratégique. Imaginez un manieur de Talking Head, un agent secret ultime, il infiltre une réunion du G7 et son stand s'accroche à la langue du leader d'une surpuissance. Chaque déclaration devient un mensonge, un traité de paix devient une déclaration de guerre, un accord commercial devient un embargo. Il pourrait déclencher un conflit mondial, faire s'effondrer la bourse en forçant un PDG à mentir sur ses résultats financiers ou détruire la réputation de n'importe qui en le forçant à se parjurer sous serment. Talking Head est l'incarnation du concept de guerre de l'information. Sa prétendue faiblesse, son absence totale de puissance de combat, est en réalité sa plus grande force. Il opère sur un plan que Star Platinum ne peut pas frapper et que Crazy Diamond ne peut pas réparer. Il ne détruit pas les corps en fait, il détruit la confiance, la communication, la vérité elle-même. Et c'est infiniment plus dévastateur que n'importe quoi. On est en milieu de vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr, et de mettre un petit like, ça fait toujours du bien, hein, tu connais la chanson. Allez, tu peux me faire plaisir quand même, hein. On n'est pas les bêtes. Entrons maintenant dans la prison de Grindolphin. Street pour défendre l'indéfendable, Highway to Hell. Ce stand est universellement méprisé, et pour une bonne raison, son manieur, Thunder McQueen. McQueen n'est pas un combattant, c'est un homme brisé, dépressif et pathologiquement suicidaire, doté d'une intelligence visiblement très limitée. Il n'utilise pas son stand comme une arme, il le subit comme une malédiction. Son seul objectif n'est pas de vaincre Hermès, mais de mourir et de l'entraîner avec lui. C'est là que réside le paradoxe. L'état psychologique de McQueen est la condition sine qua non de l'activation du stand, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse stratégique. Pucci, en stratège retors, a délibérément choisi McQueen pour cette mission. Il n'a pas donné une arme à un soldat, il a armé une bombe psychologique instable, en espérant que son explosion emporterait un ennemi. Le stand est une extension directe de la maladie mentale de son utilisateur, une pulsion de mort partagée. Le pouvoir de Highway to Hell est le partage des blessures. Si McQueen se blesse, sa cible subit la même blessure, au même endroit. Le point crucial, souvent sous-estimé, est que cela s'applique à toute blessure, pas seulement aux tentatives de suicide mortel.
On le voit clairement quand McQueen s'électrocute de manière non létale pour tester le terrain, et qu'Hermès subit instantanément les mêmes chocs électriques. Ceci ouvre la porte à des stratégies bien plus fines que le simple « je me pends, tu te pends ». La théorie la plus populaire et la plus évidente est celle du combo avec un soigneur. Imaginez Highway to Hell entre les mains d'un allié de Giorno Giovanna et de Josuke Higashikata. Le plan est diabolique de simplicité. Le manieur d'abord attache Highway to Hell à l'ennemi, disons par exemple Diavolo. Il s'inflige une blessure instantanément mortelle, une balle dans la tête, un coup de couteau dans le cœur, peu importe. L'ennemi subit la même blessure et meurt sur le coup. Le manieur, avant de succomber, est instantanément guéri par Gold Experience ou Crazy Diamond. C'est une attaque imparable, sans risque pour l'équipe, qui contourne la plupart des défenses. Maintenant, allons un peu plus loin. Oublions le suicidaire dépressif, et imaginons le manieur parfait pour Highway to Hell. Non pas quelqu'un qui veut mourir, mais un masochiste avec une volonté de faire. Quelqu'un qui considère la douleur non pas comme une fin, mais comme un moyen, une ressource, une arme. Ce manieur pourrait approcher n'importe quel adversaire, aussi puissant soit-il, et lui tenir ce discours. Frappe-moi, je te garantis que ça te fera plus mal qu'à moi. Il se transformerait en bouclier humain radioactif. Chaque attaque portée contre lui serait une attaque contre l'assaillant lui-même. Il pourrait se casser un doigt pour désarmer un ennemi tenant un couteau. Il pourrait se poignarder légèrement la jambe pour faire trébucher son poursuivant. Il devient intouchable, non pas par invulnérabilité, mais par dissuasion. C'est une version plus perverse et contrôlable de la calamité de Wonder of You, où la calamité c'est lui. Highway to Hell est l'incarnation thématique de la résolution, si chère à la partie 6. Il pose la question fondamentale. Jusqu'où es-tu prêt à souffrir pour atteindre ton objectif? McQueen n'avait aucune résolution. Il voulait juste que la douleur s'arrête. Mais un manieur comme Jolene, qui s'est littéralement enflammé pour gagner, en ferait une arme d'une puissance psychologique et stratégique terrifiante. D'ailleurs, on peut même dire que n'importe qui ferait l'affaire de beaucoup plus résistant, tu vois, qui n'a pas les mêmes blessures, ou, je sais pas, prenez Yujiro par exemple, avec un stand pareil, il est invincible. Voilà, tout simplement. Entrant dans le Far West de Steel Ball Run pour aborder l'un des plus grands débats du fandom. Eiya, le stand de Poco Loco. Est-il le stand le plus inutile de l'histoire ou une puissance divine cachée? Le paradoxe est total. D'un côté, nous avons la parole officielle d'Hirohiko Araki dans Jojo Veller. Eiya ne fait que donner du courage, il n'affecte en rien la chance. Poco Loco est juste né avec une chance insolente. De l'autre, nous avons les faits du manga. Eiya donne à Poco Loco des conseils d'une précision prophétique. Il lui dit de prendre un raccourci à travers un champ où se trouve une carcasse de bétail, ce qui lui permet d'éviter un obstacle et de gagner du terrain. C'est une information que Poco Loco ne pouvait absolument pas connaître. Alors, comment réconcilier ces deux affirmations? La solution est élégante, les deux sont vrais. Eiya ne crée pas la chance, il la perçoit. Il ne manipule pas les probabilités, il les lit. Poco Loco est un homme qui marche sur un chemin pavé d'or par le destin. Eiya est simplement le GPS qui lui indique où se trouve ce chemin. C'est un stand de clairvoyance orienté vers le succès. Pour le dire avec des termes faussement scientifiques, on est dans Jojo après tout, Eiya fonctionne comme une version passive et spécialisée d'Epitas de King Crimson ou de Paisley Park de Yasuo. Il n'analyse pas le futur, mais il voit le meilleur futur possible pour son utilisateur. Il scanne en permanence l'infinité des embranchements de la réalité et chuchote à l'oreille de Poco Loco la séquence exacte d'action qui mène à la victoire. C'est comme avoir un Waze qui, au lieu de vous indiquer le trajet le plus court, vous guide sur celui où tous les feux sont verts. Vous trouvez une place de parking juste devant votre porte, ou un billet de 50 € vous attend sur le trottoir. Le chemin existe déjà grâce à la chance de Poco Loco, et Eiya ne fait que lui révéler. Mais la clairvoyance seule ne suffit pas. C'est là que l'aspect cheerleader du stand devient génial. Eiya ne se contente pas de donner des ordres, il enveloppe ses conseils dans une vague de positivité et d'encouragement inébranlable. Pourquoi? Parce que les conseils sont souvent contre-intuitifs, voire complètement absurdes. Fonce dans ce ravin, plein de cactus, crois-moi, ça va bien se passer. Sans la confiance absolue que le stand insuffle à Poco Loco, ces informations prophétiques seraient inutiles. Le stand fournit à la fois la carte au trésor et le courage d'aller le chercher. C'est en cela qu'il est parfait. Eiya est la personnification ultime du thème central de Steel Ball Run, la foi. Johnny à la foi en la rotation, Jiro à la foi en sa famille, Funny Valentine à foi en sa nation, Poco Loco, lui, à foi en sa propre chance. Et Eiya est le prophète de cette foi. Il n'est pas faible, il est conceptuellement parfait pour lui, un chef-d'œuvre de design narratif qui incarne l'esprit de sa partie. Terminons maintenant avec Jojo Lion et un stand si situationnel qu'il en devient une blague pour beaucoup. Fun, 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 manié par Ojiro Sazame. Les conditions d'activation sont un poème à la gloire de la contrainte absurde. Tout d'abord, l'utilisateur doit se trouver précisément au-dessus de sa cible, pas à côté, pas en diagonale, mais bien au-dessus. La cible doit avoir une blessure ouverte, même minime, sur un de ses membres. Le contrôle n'est total qu'une fois que les 4 membres sont marqués par ce pouvoir.
Sur le papier, ça a l'air d'être le pire stand du monde. C'est tellement restrictif que la plupart des manieurs abandonneraient et se reconvertiraient dans la vente de crêpes. Mais Ojiro Sasame n'est pas la plupart des manieurs. C'est un génie tactique, un prédateur qui ne subit pas les contraintes de son environnement, mais qu'il façonne pour qu'il corresponde aux conditions de son stand. Il transforme les faiblesses de Fun en force mortelle. Pour son combat contre Josuke, il ne se compte pas d'attendre que les conditions soient réunies. Il les crée. Il choisit délibérément un appartement au-dessus de sa cible et le transforme en un piège mortel géant, jonché d'objets coupants pour garantir la condition de la blessure. Il utilise un otage pour déstabiliser psychologiquement Josuke et le pousser à l'erreur. Plus tard, dans l'histoire, il prouve son adaptabilité en affrontant John et Tsurugi sur leur propre terrain, sans préparation et manque de les tuer tous les deux. Ojiro est un cerveau galactique, doté d'une audace folle. Le stand est en réalité le reflet parfait de sa personnalité. Ojiro est un sadique manipulateur, qui prend plaisir à regarder les gens de haut, à jouer avec eux comme des marionnettes. La condition de supériorité physique de son stand est une métaphore littérale de son complexe de supériorité psychologique. Il ne pourrait pas fonctionner autrement. Projetons maintenant ce pouvoir dans un contexte plus large. Dans une ville moderne, une jungle de béton et de verre, la condition de hauteur n'est plus une contrainte, c'est une opportunité omniprésente. New York, Tokyo, Paris, ces villes sont le terrain de chasse idéal pour Fun. Imaginez un Ojiro Sasame au sommet d'un gratte-ciel, avec quelques complices au sol, créant des accidents mineurs, une bousculade dans le métro, un cycliste qui frôle un piéton. Il pourrait prendre le contrôle de dizaines de personnes dans la rue. Il pourrait transformer un quartier d'affaires en un ballet macabre, forçant les employés à se jeter par la fenêtre, les conducteurs à provoquer des carambolages, les passants à s'entretuer. Il est l'assassin urbain parfait, l'architecte de la mort qui utilise la vie elle-même comme arme principale. Nous voici donc au terme de notre plaidoyer. De Boyz II Men, le voleur d'identité spirituelle, à Fun, le marionnettiste urbain, nous avons vu que la puissance brute est une illusion. La véritable essence de JoJo's Bizarre Adventure ne réside pas dans la force, mais dans la créativité. Ces stands ne sont pas sous-cotés, ils sont trop sophistiqués pour une échelle de puissance linéaire. Ils explorent les facettes bien plus intéressantes du pouvoir. Le pouvoir sur l'identité, le pouvoir sur la vérité, le pouvoir sur la souffrance, le pouvoir sur le destin et le pouvoir sur l'espace et l'environnement. Ils récompensent l'intelligence, la stratégie, la psychologie et la connaissance de soi. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un stand avec des stats en E, en potentiel de développement, ne riez pas forcément. Posez-vous la bonne question. Quel genre de monstre psychologique, quel génie tordu faudrait-il pour transformer cette blague apparente en une arme de destruction massive? Car c'est là, dans cette question, que se cache le véritable cœur de JoJo.